Mon objectif est très clair, c'est que les Français puissent se loger pour moins cher, puissent acheter leur logement pour moins cher. À votre avis, une jeune femme de 19 ans qui gagne 1400 €, combien elle pourrait acheter d'appartement? Entre 25 et 30 ans, je n'ai fait que faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent. Et le mettre de côté, le mettre de côté, le mettre de côté. Le but est d'atteindre 1 million. Est-ce que tu te souviens de la folie immobilière avec des taux presque à zéro? Tout le monde se rêvait multipropriétaire immobilier en quelques mois. Tu étais bombardé de pubs et vidéos d'influenceurs qui promettaient de devenir rentier en quelques mois grâce au cash flow généré qui pouvait remplacer ton salaire. Avec pour apothéose le Covid. Les prix ont atteint des sommets grâce à l'argent fraîchement imprimé qui coulait à flot. Et cela a fonctionné, puisque le nombre de propriétaires en France a atteint un record jamais vu. Effectivement, plus de 60% des Français sont propriétaires. Puis soudainement, en 2023, au lendemain du Covid justement, tout a basculé, la récréation est terminée. Actuellement, l'immobilier traverse une grave crise multifactorielle, comme tu le sais, flambée des coûts de construction, baisse du pouvoir d'achat des Français à cause de l'inflation, augmentation des taux de crédit immobilier, nouvelles normes énergétiques et j'en passe, impliquant une chute du nombre des transactions atteignant le niveau le plus bas depuis 10 ans. Aussi, le nombre des réservations dans le neuf s'est effondré, et cette crise est amenée à durer malheureusement. Donc l'industrie de l'immobilier est frappée de plein fouet, les agences commencent à mettre la clé sous la porte, le nombre de faillites a explosé en un an seulement. C'est tout le secteur qui est en crise et qui souffre en fait de la hausse des taux d'intérêt. On révèle effectivement aujourd'hui sur notre antenne les chiffres des défaillances des professionnels. Les influenceurs IMO si optimistes s'expatrient ou se tournent vers d'autres domaines et alors que la situation est déjà très compliquée, les taxes se multiplient et augmentent. Les lois restrictives s'intensifient à tous les niveaux. Comment a-t-on pu passer d'un tel emballement à une accumulation de mauvaises nouvelles aussi rapidement? Est-ce un pur hasard d'avoir poussé un maximum de Français à investir à des prix exorbitants juste avant que cette crise n'éclate? Ou bien est-ce que tout était prévu et planifié? Et dans ce cas, quelle est la raison de cette stratégie? Pourquoi aurait-on poussé des Français dans une sorte de piège qui se referme progressivement? Et à la fin de la vidéo, on verra quelle est la réalité des prix du marché que l'on ne communique pas dans les médias. Tout a commencé avec la crise financière de 2008, qui avait déjà annoncé la fin de la partie. Mais les dirigeants ont opté pour une fuite en avant en imprimant plus que jamais. Personnellement, en 2010, j'investis mon premier bien IMO en France, mais après la crise des subprimes et mon passage à Londres, je sens que le vent tourne. À cette époque, dans mes bureaux, très peu de collègues s'aventuraient dans l'investissement immobilier, impensable, gérer des travaux, puis les galères des locataires, une fiscalité et administration beaucoup trop lourdes, bref. La plupart optaient pour la bourse. Moi-même, j'étais pas très emballé par un taux de rentabilité à 5% seulement en région parisienne. Puis il y a eu l'avènement des plateformes de LCD, location courte durée, comme Airbnb, les contrats en meublé, la pédagogie plus ou moins bonne via YouTube. Même si beaucoup vendaient du rêve, cela a permis de démocratiser cet investissement. À ce moment, j'ai vu des profils très frileux, cadres supérieurs en général, qui sont passés multipropriétaires en quelques années. Impensable quelques années plus tôt. Bien sûr, ceci a été possible grâce à une politique de prêt bancaire très accommodante. Suite à la crise des subprimes, les banques centrales ayant imprimé de la monnaie et donc inondé le marché de cash. Cette opération hélicoptère-monnaie s'est renouvelée pendant la période de Covid de manière encore plus importante. Si bien qu'entre 2008 et 2022, les taux n'ont cessé de baisser. Les banques perdant même de l'argent mais finançant des projets sans apport à 110%. Bref, tout était réuni pour qu'un max de Français deviennent proprios et ce fut le cas. Mais en tant qu'investisseur, il faut conserver en tête cette fameuse anecdote de l'investisseur de Wall Street en 1929. Pendant que le cireur de chaussures lui faisait briller ses souliers, celui-ci lui confiait qu'il avait également investi en bourse. Notre investisseur a vite compris que c'était le moment de sortir. On avait atteint le pic de l'euphorie du marché, drogué à l'argent imprimé. D'ailleurs, si on se fie à la fameuse courbe de la psychologie, après la cuite de l'euphorie, on se réveille actuellement avec la gueule de bois et c'est la chute. Mais demeure la question, quel est l'intérêt de l'État de favoriser tous ces investissements et permettre à un nombre record de Français d'être propriétaires? Quelle est la raison de cette stratégie qui a vu le nombre de Français proprios exploser en une décennie seulement? Car par exemple, la situation à l'étranger n'est pas identique, notamment si on compare avec l'Allemagne qui a une population plus importante. Ou est-ce que nos dirigeants ont simplement subi la situation sans voir venir? La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année,
à voir des femmes et des hommes dans les rues. Tout d'abord, quel est le rôle de l'État en matière de logement, ou ce qu'on appelle plus exactement la politique du logement? Ces politiques ont pour principal objectif que chacun dispose d'un logement qui corresponde à la fois à ses besoins et à ses capacités financières. Cet objectif a été transcrit dans la loi en 2007 en faisant du droit au logement un droit opposable. Un droit opposable est un droit fondamental. L'État doit apporter une solution. C'est comme le droit à la scolarité ou encore le droit à la santé. Tu l'as compris, l'État ne peut pas se permettre de subir la situation, mais a une obligation de résultat en logeant sa population. Mais comment faire, puisqu'a priori, il manque des logements d'après les médias grand public. Mais lorsque l'on creuse, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait la réalité. Prenons les chiffres officiels gouvernementaux. En 2022, en France, il y a 38 millions de logements existants, 10% de résidences secondaires et 8% de logements vacants, ce qui laisse plus de 31 millions de logements principaux. Or, il y a environ 30 millions de ménages. Même si la répartition sur tout le territoire n'est pas parfaite, il y a chaque année plus de 300 000 nouveaux logements qui s'ajoutent. Donc, on ne peut pas vraiment parler d'une crise de logement en réalité. Il ne manque pas tant que ça de logements. Peut-être dans certaines zones tendues, les constructions neuves doivent être accélérées. Et sachant qu'il y a une réserve de 18% de logements existants, résidences secondaires plus vacants, où il suffirait de durcir la loi pour inciter à les louer. Mais le gouvernement a opté pour une autre stratégie, afin d'impliquer la population, tout simplement en ce que j'appelle nubérisant le rôle de logement. C'est-à-dire que c'est le peuple, les classes moyennes et supérieures, 4 sup, qui fournit le logement à une autre partie du peuple, les classes modestes. Et l'application pour gérer la fiscalité serait impôt.gouv.fr. Pour cela, l'accès au crédit est facilité, avec des taux gratuits, sans apport pour les acquéreurs, et avec l'espoir de réaliser une super rentabilité, et le tout démocratisé par les youtubeurs immobiliers. Alors les raisons de cette stratégie sont multiples. L'endettement, voire le surendettement, est le meilleur moyen de contrôler une nation. Quand tu as un crédit sur la tête, tu es plus docile. J'en veux pour preuve, lors du Covid, les commerces qui bénéficiaient des aides de l'État n'ont pas trop manifesté leur mécontentement contre les restrictions. L'autre raison, plus sournoise, c'est qu'il est plus difficile de dissimuler ses revenus. D'ailleurs, depuis le 31 juillet, obligation de déclarer tous ses biens immobiliers. Aussi, les taxes sur les transactions immobilières représentent une grande source de revenus fiscales pour l'État. Et enfin, cette politique accommodante du crédit a bénéficié grandement au groupe de personnes les plus proches du robinet monétaire qui ont vu leur patrimoine prendre de la valeur sans rien faire et éventuellement de revendre à temps, tel un délit d'initié. À présent, avec un taux record de propriétaires, il ne suffit plus qu'à refermer le piège sur eux et serrer les taux progressivement. L'inquiétude, ils l'ont exprimé hier donc dans une lettre ouverte envoyée au président de la République française Emmanuel Macron. Et parmi les personnes qui ont envoyé cette lettre, il y a les représentants des promoteurs, des agents immobiliers, mais aussi les professionnels des secteurs du bâtiment et de la construction. Alors, ils évoquent plusieurs risques, Pauline, un risque de bombe économique, sociale et sociétale. Alors tu l'as compris, bien entendu, cette abondance de crédits cadeaux n'avait pas pour objectif de transformer la classe moyenne en rentier, n'ayant plus besoin de travailler, bien au contraire, mais plutôt, comme on l'a dit, en ubérisant la fonction de logement. En gros, ce n'est plus à l'État de rendre les logements dans de bonnes conditions, mais aux nombreux propriétaires de faire le travail à sa place. Et ensuite, il suffira de taxer et légiférer de plus en plus. C'est pourquoi, ces derniers mois, les lois se sont multipliées. Par exemple, les fameux diagnostics DPE, afin d'améliorer le confort des étiquettes mises en place, et aussi pour diminuer la consommation en énergie, au cas où il en manquerait dans un avenir proche, sait-on jamais. L'audit énergétique obligatoire depuis janvier 2023, à remettre à l'acheteur, lui permettant d'obtenir une estimation du total des travaux à prévoir et ainsi négocier le prix auprès du vendeur. Toujours depuis 2023, moins connu, il y a la loi Allure. En gros, c'est le DPE pour les immeubles cette fois. Les charges vont augmenter de 5% afin de provisionner les futurs travaux du bâtiment et réduire ainsi sa consommation. Concernant les revenus cette fois, plafonnement des loyers qui sont encadrés, comme vous le savez, l'allocation courte durée qui a fait rêver tant d'investisseurs est également limitée à 4 mois, uniquement pour la résidence principale dans les zones tendues. Ajoutez à cela l'inflation des matériaux pour la rénovation, couplée à l'explosion de l'énergie, faisant exploser la facture des charges, une taxe foncière qui s'envole allègrement aussi, et sans oublier bien sûr l'augmentation des taux d'intérêt qui a un impact direct sur la capacité d'emprunt et le nombre d'acquéreurs potentiels.
Au final, tu te retrouves avec un bien beaucoup plus cher à gérer, des travaux à effectuer, générer des revenus plus faibles que prévu et surtout un bien dont la valeur a baissé. Merci le Mozart de la finance. Pas très grave. En fait, c'est les banques qui ne prêtent plus l'argent. l'argent. Qui prêtent plus à cause de Parce ces, que quand on achète règles. avec un Je marché veux dire que ça élevé, résonne là dans les foyers. Chez les Français, c'est certainement des situations que beaucoup de Français ont eu à vivre ou ont à vivre. La hausse des taux d'intérêt couplée au taux d'usure est indiscutable. Sur ses conséquences, le nombre de transactions immobilières a fortement chuté en un an et dans le neuf, la demande de réservation a dégringolé comme on l'a vu. Les faillites dans le secteur de l'immobilier se sont multipliées en quelques mois, mais pourtant, on nous dit que la baisse des prix est très légère finalement. Les vendeurs se rebifferaient et refuseraient de baisser leur prix, tandis que les acheteurs attendent. Alors est-ce que cette version est réelle ou bien est-ce simplement une communication pour éviter la panique et permettre ainsi un atterrissage en douceur? C'est ce qu'on va voir. Un peu comme l'inflation qui serait seulement de 6%, en réalité, on le sait qu'il s'agit d'une moyenne où se mélangent à la fois produits à la consommation pour monsieur tout le monde ainsi que d'autres produits industriels. Alors voyons de plus près. Connectons-nous à la réalité directement. Alors tout d'abord, on se rend sur le site SoLoger. Dans l'onglet Acheter prix au mètre carré, je saisis la ville et le quartier pour connaître le prix de ce quartier. Ce qui me donne une bonne indication, sauf que on obtient simplement un prix du quartier et pas de la rue donnée. Précise. Et dans un quartier, les prix évoluent beaucoup. Donc, information pas assez précise. L'idéal serait d'avoir les prix réels des ventes qui se sont réellement passées à comparer avec les annonces actuelles. Alors pour cela, je vais utiliser un site gouvernemental, DVF, qui répertorie les ventes réelles et récentes par rue. Donc, c'est parfait pour notre comparaison. Il suffit de saisir la ville, de sélectionner le quartier et on retrouve les ventes des dernières années seulement. Dans mon exemple, je constate qu'entre 2019 et 2022, les prix ont bien explosé par mètre carré bien sûr. Il me suffit plus que de comparer avec les annonces actuelles. Sur SoLoger par exemple, je regarde dans la même rue et le même bâtiment et là j'obtiens les prix bruts, c'est-à-dire avant négociation. Dans mon exemple, je constate une baisse d'environ 20% par rapport au prix pratiqué en 2022. Les prix actuels ont atteint le niveau fin 2020 mais restent plus chers que les biens vendus encore en 2019. En conclusion, on est bien loin de la baisse légère que l'on présente dans les médias. Lorsque l'on compare avec des chiffres réels, même si tout le monde n'est pas encore conscient de l'état du marché, on serait en phase de déni justement dans la courbe. Alors qu'en discutant avec les agents professionnels du métier, beaucoup sont bien conscients de cette réalité. Selon moi, il s'agit bien d'une politique de logement qui consistait à déléguer la responsabilité de remise aux normes aux acquéreurs. La France, comme on l'a vu, ne manque pas de biens mais nécessitait de rénover son parc existant via les propriétaires. Ce qui sera chose faite progressivement. D'ailleurs, prochainement, les acquéreurs ne pourront même plus vendre des biens sous une certaine étiquette. Toi aussi, fais cet exercice de comparatif réel et dis-moi en commentaire si tu as constaté de différences par rapport au prix du mètre carré. Enfin, quelle est ma recommandation personnelle? Tout simplement, j'ai investi à l'étranger depuis plusieurs années et je recommande à tout le monde de faire pareil depuis un moment sur cette chaîne notamment, surtout quand on est dans une logique d'investissement locatif bien entendu. Si tu es intéressé par un investissement locatif en Turquie, je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram Opportunity Turquie. Je te dis à bientôt, bis and kiff, ciao ciao.